Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce 163e SNC. Écoutez, c'est un SNC pendant lequel on aurait dû parler de l'énième défaite de Saint-Étienne ce week-end, mais les dirigeants ont décidé. Les dissidents, c'est peut-être un lapsus. Les dirigeants ont décidé de passer la seconde et sont passés à l'action, ce beaucoup de supporters leur demandaient depuis quelques temps. Et vous l'avez sûrement vu, Olivier Dalloglio ayant été limogé, je pense que c'est ce qui va animer une grande majorité de nos débats ce soir, que ce soit avec nos deux chroniqueurs ou avec vous dans le chat. Et deux chroniqueurs, vous savez, quand il y a un sujet brûlant comme ça, le boss Romain nous envoie la crème de la crème. Et quand on parle de Dream Team, il ne peut en être autrement que Patrick Guillou. Comment ça va, Patrick ? Bonsoir, ça va bien, mieux que l'AS Saint-Étienne, mais on est sur la première match du renouveau. Patrick, c'est un truc que tu attendais, on va en reparler plus tard, mais t'as été surpris, c'est quelque chose que tu attendais, cette éviction de Dodo ? Le départ de Olivier Dalloglio s'inscrit dans une logique qui est propre aux dirigeants américains, anglais, canadiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne l'avait pas prolongé, rappelez-vous à chaque fois, pour être cohérent avec ce que je disais dès le début de la saison, chaque jour que Olivier Dalloglio allait à l'entraînement, c'était un jour qu'il avait gagné avant de se faire virer. Donc c'est dans la continuité. Le bilan ne parle pas pour lui. Il faut être honnête intellectuellement, parce que c'est lui qui est responsable des compositions d'équipe, c'est lui qui est responsable de l'équipe. Par contre, c'est pas lui qui a été responsable du recrutement. On lui fait porter le chapeau, et c'est tout à fait logique, puisqu'il ne voulait plus travailler avec lui, il faut se rendre à l'évidence, que l'éviction se fasse avant le match de Coupe de France, parce que ça laisse pas mal de temps aux dirigeants de trouver un nouvel entraîneur, puisque c'est Laurent Huard qui va faire l'intérim. Mais c'est surtout enlever toute possibilité à Olivier Dalloglio de continuer au début de l'année 2025, si jamais, je dis bien si jamais, en football tout est possible. Il avait battu l'OM en 32e de finale en Coupe de France dimanche prochain. C'est vrai qu'on s'écarte cette possibilité. On va parler de licenciement, mais il y en a un qui lui ne sera jamais renvoyé du SNC. Enfin, du moins, on lui souhaite. C'est Hervé. Comment ça va, Hervé ? Salut Kevin, salut Pat, salut tout le monde. Écoute, je me le souhaite aussi. Moi, déplacement professionnel oblige. Je suis en ligne avec vous depuis Limoges. Oh, très belle ville, s'il en est. C'est très joli. Je suis allé faire un petit tour, tu vois, à côté de l'hôtel, et je pense que je vais faire ma deuxième partie de soirée dans un bar très sympa qui s'appelle Les Limogés, et je vais peut-être y croiser notre ami Olivier Dalloglio d'ailleurs au bar Les Limogés. Je te conseille d'aller voir aussi la gare, okay, qui est pour moi la plus belle gare SNCF de France. Ça s'appelle les Bénédictins. Ok. Les Bénédictins, la gare des Bénédictins. Je te filerai 2-3 adresses. J'y ai vécu quelques années. Je te filerai quelques adresses. Hervé, ça marche. C'est mon territoire. Et enfin, lui, on espère un licenciement. On espère une rupture à l'amiable, mais rien ne vient. Il coûterait bien trop cher au SNC. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? C'est vraiment un enfoiré, toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Patrick, bonsoir Hervé, bonsoir le chat de YouTube et de Twitch. Pas bonsoir Kevin. Dès que j'ai su qu'on était ensemble pour cette émission, j'ai tout fait pour annuler ma présence. Mais on m'a mis le couteau sous la gorge, donc je suis là avec vous ce soir. Et oui, ça c'est pour te faire payer toutes ces fois où tu as esquivé notre rendez-vous, Karl. Je ne pouvais pas laisser ta préférence pour Keun impuni. Voilà qui est réparé. Messieurs, on a beaucoup de choses à se dire. Déjà beaucoup de monde sur le live. Donc je vous laisse dans le chat commencer déjà à nous dire ce que vous avez pensé du match de ce week-end, ce que vous avez pensé de l'éviction de Olivier Dalloglio. Et nous, on embraye tout de suite pour le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief.
Bon, un débrief qu'on a un temps, pour ceux qui ont vu le match, un temps espéré heureux. Hein, je vous cache pas que je me suis dit je débrief un match et puis là ça y est, ouverture du score, on se prend à rêver et patatras, les pieds dans le tapis. Même pas 2 minutes plus tard, égalisation toulousaine, puis défaite logique ou illogique, c'est vous qui allez me le dire. Pat, toi, tu as vu ce match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, je pense que par rapport aux circonstances de la rencontre, c'était plus consistant. Il y avait une meilleure maîtrise face à de pâles toulousains. Sauf que dans les moments clés de la rencontre, tu perds 2 fois ou la concentration ou le ballon. Tu te fais punir dans les moments chauds de cette rencontre. Et derrière, malgré cette maîtrise, t'as pas l'esprit nécessaire pour aller chercher au moins un point. Toujours des vieux poncifs. Quand tu t'es pas gagné un match, eh bien, essaie au moins de prendre un point. Ça n'a même pas été le cas. Et donc, tu fragilises ton coach avec tout ce qui s'est passé ensuite derrière. Hervé, toi, ce match, dans les grandes longueurs ? Bah, pour une fois, j'ai envie de dire une victoire, une défaite, une victoire. C'est même pas même pas un lapsus là. Non, pour une fois, une défaite, on va dire. Alors, imméritée, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, une défaite où on n'a pas été les plus ridicules. Alors, faut dire qu'on a placé le curseur du ridicule très très haut, ouais, avec le goal average qui est le nôtre, ça parle dans ce sens-là. Donc ouais, un match effectivement où on a un petit peu beaucoup plus maîtrisé que certains matchs. Moi, ce que j'ai retenu, c'est soir de première. Alors première pour Stassen qui ouvre son compteur but. Et par contre, avant même l'annonce du limogeage de Dalloglio, moi la première que j'ai retenue, c'est la première fois de la saison où on ouvre le score et où on ne gagne pas le match. Alors on n'a pas gagné beaucoup, hein, on en a gagné 4, mais à chaque fois c'était en ouvrant le score. Et là, c'est vrai que le fait d'ouvrir le score et de perdre, bah, tu te dis, même ce petit truc qu'on avait, à savoir arriver à tenir un score, alors même si ça finissait de manière très serrée, mais là, tu te dis, voilà, première fois où on ouvre le score et où on perd, donc peut-être le début de la fin pour Dalloglio, ce qui s'est confirmé quelques heures plus tard, quoi. Je pense qu'on va aller très vite sur le match parce que je pense que ce qui va animer le cœur des débats, c'est le changement d'entraîneur. Enfin, changement pour l'instant, il n'y a pas, mais en tout cas, le licenciement de Odo. Hervé, toi, tu penses que cette compo d'équipe, quand tu joues Toulouse, tu joues à 5 derrière, est-ce que plus et quoi en plus est-ce que c'est déjà un aveu d'abandon d'Odo ? Alors c'est un peu un aveu d'abandon à sa décharge. C'est vrai que le fait de devoir se passer de Boakier, éventuellement de Cafaro, même si je suis pas très très fan cette année de Cafaro, les joueurs sur les côtés, Cafaro avait montré que sur certains matchs il était capable un petit peu de jouer ce fameux piston un petit peu. Là, le fait d'attaquer avec Cornu et Petro à ces postes-là, Cornu pardon et Apia à ces postes-là. C'est pas vraiment leur place, c'est pas vraiment les qualités qu'ils ont pour pouvoir tenir ça. Mais bon, Dalloglio devait le savoir et il a quand même posé cette composition là. Donc moi, les compos de Dalloglio, j'ai eu un petit peu de mal depuis le match face à Rennes où quand on prend le carton rouge, il décide de sortir un défensif pour rentrer un offensif. Alors le fait de se dire, bon, mais voilà, perdu pour perdu, entre guillemets, on va essayer quand même d'amener du panache et on fait rentrer un offensif. Bon, pourquoi pas. Et pour derrière, les 2 matchs d'après, Marseille et là, Toulouse, nous mettre cette défense à 5, effectivement, comme tu l'as dit, avec Ekwa qui vient un petit peu écoper la charnière aussi, qui vient rattraper quelques boulettes. Donc, ouais, un peu aveu d'impuissance. Et puis ça s'est eu dans le match. Pour une fois, on a eu la possession, mais on a très peu joué dans le cas adverse. On s'est très peu projeté. Donc oui, on a eu le ballon. Oui, on a eu une impression de maîtrise, mais on n'en a rien fait du ballon. Donc ouais, match. Voilà, c'est pas la pire des défaites qu'on a eues, mais voilà, c'était pas non plus une super partie tactique, on va dire. Avant de donner la parole à Pat, parce que je sais qu'on veut tous l'entendre sur le coaching d'Odo, sur les
légitimité ou pas de ce licenciement, qui va être le gros dossier de ce soir. Karl, je te donne la parole avant d'ouvrir ce gros dossier. Que pense le chat du match de ce week-end avant qu'on parle d'autre chose? Voilà, Karl avait prévu ce soir de pas parler, du coup il veut plus parler. Il avait tout. Vous voyez, est-ce que on vous dit toutes les coulisses, on vous dit toutes les coulisses. Waouh, je parlais dans le vide depuis. Dans le vide depuis. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je disais que le chat parlait évidemment déjà de ODO, mais 2-3 petits commentaires quand même. Il y a Céline qui nous dit comment une équipe peut espérer gagner un match lorsque 9 passes sur 10 sont latérales ou en retrait. Il y a sur YouTube, pardon. C'est clair, on ne devait pas perdre ce match, c'était interdit de perdre. Toulouse, aussi nul que nous, on aurait au moins mérité le nul. C'est une faute professionnelle, l'égalisation. Cornu et aux fraises, ça c'est Olex qui nous dit ça. Trop faible mentalement, d'où le départ du coach Ludovic Fenard qui nous parle de ça, mais évidemment ça parle directement du coach. Sans pour autant souligner le fait que Cafaro était suspendu notamment. Et sinon, ça distribue déjà les rares tops du match. Il y avait Apia qui est cité, Bouchouari et Stassin pour son but. Merci Karl, on se retrouve dans 45 minutes. Peut-être avant si on a de la chance. Ne dites pas, tu nous dis quand t'as fini ta bière. Pat, ça va être ton moment. Je vais te demander, toi, ce que t'as pensé peut-être pour finir sur le match de la compo Dodo, quand tu joues un petit, on va dire un petit comme Toulouse. Et est-ce que pour toi, c'était peut-être la goutte de trop, ou comme on l'a lu dans la presse, les dés étaient déjà jetés avant? Alors, ces dernières semaines, avec les absences des uns et des autres, dans un effectif qui n'est pas pléthorique et surtout qui n'est pas bâti pour avoir un rôle intéressant en Ligue 1, je ne mettrai pas que Olivier Daglio et Pérez, qui, dans la boucle, dont je parlerai de l'ensemble du staff technique. Ils ont essayé de trouver des solutions. Et c'est le rôle, bien sûr, d'un staff de trouver cette solution. Et donc, c'était un peu monsieur Bricole. La paire, il n'y en a pas deux, mais aujourd'hui, des paires, quand on essaie de trouver défenseur central gauche dans une défense à 3 avec ton piton, bah, tu ne l'as pas à gauche. Au niveau de la complémentarité, tu ne l'as pas non plus à droite. Et puis derrière, eh bien, comme un effet domino, eh bien, tous tes schémas tactiques, tous tes circuits préférentiels, chaque semaine, tu dois les reconstruire. Une fois, c'est Aigua qui joue devant la défense, une fois, il joue dans la défense à 5, une fois, tu joues sans Cornu, une fois, tu joues avec Vétro, une fois, tu joues... voilà. Et donc, du coup, le staff technique, on peut lui jeter la pierre, on peut dire encore que je suis l'ami d'Olivier Dalloglio, mais une fois qu'on a dit ça, le constat est que avec ces joueurs absents, avec ces joueurs qui n'ont pas le niveau, eh bien, t'es monsieur bricolage tout au long de la saison. Ensuite, je vais poser une question complètement naïve, mais j'ai déjà la réponse. À l'heure où on se parle, Toulouse est combien au classement? Là, tu me poses une colle, je ne l'ai pas sous les yeux. 9e. Donc, un petit Toulouse est dans cette Ligue 1, 9e au classement au moment où on se parle. Et tu as la possession du ballon face à une équipe qui est 9e du classement. C'est dire le niveau de cette Ligue 1 et surtout que la différence n'est pas aussi conséquente qu'on peut le passer. Alors, le top 5, là, on est à des années-lumière. Mais sur le reste, voilà, je disais tout le temps que notre championnat, c'est le top 5 de la fin. Mais derrière, t'es pas complètement non plus aux abonnés absents, comme tu as pu l'être à l'extérieur, face à Toulouse, qui est 9e de ce classement. Et donc, du coup, voilà, sincèrement, les derniers matchs de notre club à la télévision, c'est un calvaire. Oui. C'est un calvaire parce que les joueurs ont une autre responsabilité que de nous montrer ce qu'ils nous ont montré ces dernières semaines. Moi, je reste pas 90 minutes devant ma télé pour voir des purges comme on a pu voir. Alors, tu peux pointer du doigt Dalloglio, tu peux pointer du doigt plein de choses, mais la première responsabilité, et c'est le strict minimum, c'est de se battre et d'aller au charbon. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces joueurs-là, il n'y a plus cette personnalité-là, il n'y a plus cette motivation collective-là. Et puis après, vous pouvez me dire encore une fois ce que vous voulez,
tu n'as plus des cadres comme tu pouvais les avoir la saison dernière. La saison dernière, tu aimes pas, c'est un joueur de Ligue 1, c'est un joueur de Ligue 2, c'est Briançon, mais il a tenu la baraque dans son rôle qu'il avait à tenir. Cardona, t'es arrivé, Larsonneur, t'es arrivé, alors c'est de la Ligue 2, mais t'es arrivé à cristalliser quelques-uns. Si je vous demande aujourd'hui sur quoi repose sur cette équipe, sur quel cadre repose cette équipe, il n'y en a aucun. Si vous me citez 2 joueurs, vous êtes des génies. T'as Nadé qui était en train de prendre un petit peu cette ampleur-là, Mais... parce qu'on s'aperçoit quand il n'est pas là, c'est encore plus compliqué. Alors tout n'est pas gagné quand il est là, mais pour aller dans ton sens, Mika Nadé, lui, était en train d'attraper le niveau Ligue 1, justement, quoi. Après, moi, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de commenter des matchs d'un autre niveau, pardon. Hein. Saint-Etienne ne boxe pas dans cette catégorie-là. Mais tu me parles de leader dans l'équipe et dans l'effectif. Nadé, pour moi, c'était un leader parce que ses performances, quand même. Après, je te dis pas que c'est un top joueur, mais de toute façon, on n'est pas une top équipe. Donc, dans une équipe trop faible pour avoir un rôle intéressant, comme tu disais en Ligue 1, pour moi, Nadé n'était pas le pire. Hein. Non, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est trop. La marche est encore trop haute pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été intéressant dans la deuxième partie de saison en Ligue 2. C'était le meilleur défenseur, je pense. Qu'il a fait des matchs intéressants en Ligue 1, c'est une certitude. Mais il n'a pas ce niveau-là. Il faut qu'il se concentre d'abord lui sur ses propres performances pour être constant, pour être présent dans la concentration, pour être présent dans les duels, pour ne pas avoir d'oubli dans l'alignement, pour ne pas avoir d'oubli au niveau du placement de ses épaules, pour pas que l'attaquant lui passe devant. Il ne peut pas encore donner aux autres parce qu'il a encore trop à faire avec lui-même. Ouais. Et donc, c'est certes un patron parce qu'il est présent dans les duels, mais ce n'est pas un patron de la défense. Hein. Il n'y a aucun joueur. Et rappelez-vous, on enfile les perles de mes chroniques depuis la première journée, quand je vous disais qu'au milieu de terrain, il manque un patron, il manque quelqu'un qui casse le rythme, il manque quelqu'un qui est capable de mettre la semelle, qui est capable aussi d'orienter le jeu, un vrai patron, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et ensuite, tu peux me dire encore une fois ce que tu veux. Pour aller chercher l'égalisation, tu fais rentrer à la 89e Tardieu et Fomba pour essayer d'aller chercher le point du match nul. Vous avez déjà la réponse. Oui, personne n'a espéré. Non, mais ce que je dis est pas con. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer Tardieu et Fomba, c'est pour aller chercher le point du match nul. D'accord, dans l'idée, oui, il le fait pour ça, oui. Oui, tu essaies de tenter un dernier coup, et puis sur un malentendu, hein, comme on pourrait avoir la réplique, ça peut fonctionner, quoi. Et tu n'as aucune alternative derrière. Aucune alternative. Et si tu as les joueurs qui sont présents aussi, les soi-disant les 9 autres, mais ça déconne, il y en a un paquet qui font leur meilleur match quand ils ne jouent pas. Hein. Quand ils sont blessés ou quand ils sont suspendus. Hein. Alors là, on dit comme par hasard, purée, il nous manque Pierre, il nous manque Paul, il nous manque Jacques. Et puis là, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on ne voit rien depuis le début de l'année, ils étaient présents aussi. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment... on n'est pas décroché. Les points positifs, c'est qu'on n'est pas décroché. Les points positifs, c'est que dans ce championnat, on n'est pas largué dans l'objectif qui est le maintien. On a la possibilité aussi, parce que ça pend, d'aller chercher 1 voire 2 places, parce que pour le moment, à l'heure où on se parle, Lyon... l'année prochaine ne sera pas en Ligue 1. Et donc, du coup, voilà, tout va bien, ça se passe bien. Et vous verrez que dans la deuxième partie de notre discussion, c'est ce qui fait en sorte que les dirigeants ne sont absolument pas tremblotants ou nerveux. En tout cas, ceux qui décident, pas ceux qui décidaient avant. Merci Pat en tout cas pour cette vision sur le licenciement de Odo. C'est vrai qu'on lui a collé beaucoup de torts, il en a sûrement, mais peut-être pas tout. Hervé, toi t'es d'accord sur le fait qu'il a une part de responsabilité, mais que dès le départ peut-être la planche était savonnée avec l'effectif qu'il était donné. Alors savonnée, je sais pas, en tout cas c'est clair que dans le choix des joueurs qui ont été faits. Après, si on parle du choix de joueurs qui ont été faits au Mercato, on peut parler du seul joueur que Odeo a vraiment voulu et qu'il a eu, et on va parler d'Abdelhamid. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment redorer le blason d'Olivier Dalloglio de ce point de vue-là. Hein. Donc oui,
effectivement, tous les joueurs qui ont été pris, c'est compliqué pour un entraîneur. Après, le fait de changer d'entraîneur, on peut changer d'entraîneur et tous les clubs de Ligue 1 peuvent changer d'entraîneur pendant la saison. Je dis bien tous les clubs, les 18. À l'arrivée, il y aura de toute façon un premier, un 18e, un 10e, un 15e. Et là, c'est la qualité de l'effectif qui va faire justement que le club va arriver à, ou en tout cas l'équipe va arriver à avoir de meilleurs résultats. Donc oui, tout n'est pas de sa faute, ça c'est bien évident. Après, voilà, moi il y a quand même quelques choix, des moments qui m'ont un petit peu Qui t'ont questionné, ouais. un petit peu dérouté, qui m'ont un petit peu déçu. Moi, je n'ai jamais été vraiment fan de Olivier Dalloglio, bien évidemment, et on aurait peut-être même dû commencer par ça, le remercier pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait remonter le club en Ligue 1, mais même à ce moment-là, si on regarde dans quelles conditions s'est passée la montée, c'est passé vraiment entre le mur et l'affiche, quoi, parce qu'on n'y croyait plus, on croyait même pas pouvoir accrocher les barrages, finalement on les accroche. Il y a ce match face à Rodez qu'on maîtrise complètement à la maison, pas de souci. Après, c'est vrai que la double confrontation face à Metz, ça avait été quand même, pour l'émotion, ça avait été assez costaud. Mais moi, j'ai jamais eu, et d'ailleurs, c'est la faute aussi aux joueurs, et en premier aux joueurs, j'ai bien évidemment de l'attachement pour le club et pour l'histoire et pour tout ça. Moi, 43 ans, ça fait 30 ans que j'aime les Verts, que je dis allez les Verts. Mais du coup, cette équipe-là, ce coach-là, en fait, je sais pas, il y a un truc comme si le costume était trop grand pour eux et le coach en faisait partie. J'avais beaucoup plus, moi, d'admiration pour un gars comme Antonetti ou comme pour Nouzaré, qui avaient été les deux précédents coachs à faire monter l'équipe en Ligue 1. Voilà, Odeo, voilà, merci pour la montée, mais qui, encore une fois, ça a peut-être été... là, pour le coup, un bien pour un mal, en fait, pour lui, quoi. Je prends le truc un petit peu inverse, quoi. Je vous laisse le visuel sur l'écran pour ceux qui ont l'image des stats d'Olivier Dalloglio en Ligue 1 et des stats d'Olivier Dalloglio en Ligue 2. Hein, un coach qui, avant même qu'on monte en Ligue 1, était déjà estampillé coach de Ligue 2. Et je te redonne la main, Patrick, parce que je sens que quand Hervé a prononcé le nom d'Abdelhamid, tu as sursauté. Ouais, oui et non. Alors, je sais que Hervé, dans la liste qu'il a donnée des coachs qui avaient marqué Antonetti et Nouzaré l'histoire, ça aurait été, c'est une évidence parce qu'il y avait un autre football proposé, ça c'est une évidence, qui était plutôt basé sur l'enthousiasme et sur les valeurs fortes de la Saint-Étienne. C'est pour ça que on s'identifiait plus avec ces deux dernières remontées qu'on a pu le faire avec la dernière montée. Je suis sûr que Hervé souhaite secrètement que Claude Puel soit peut-être le remplaçant d'Olivier Dalloglio. Alors, si tu veux que ça ne soit plus un secret, je le dis tout de suite, moi je serais ravi que Claude Puel revienne à Saint-Étienne. Voilà, t'es bien le seul, je pense. Mais je ne veux pas parler à la place des autres. Ça ne veut pas dire que j'ai tort, hein. Non, mais de toute façon, dans une discussion, il n'y en a pas un forcément qui a raison et l'autre qui a raison ou qui a tort, ou peut-être les deux ont raison et les deux ont tort. Forcément, en fonction du prisme, on peut prêcher pour sa paroisse. Concernant Abdelhamid, moi je pense que rien n'est laissé au hasard avec ces nouveaux dirigeants. Alors je suis peut-être très naïf ou peut-être très crédule. Je pense qu'on a donné du grain à moudre à Olivier Dalloglio en lui disant tiens, bah vas-y, prends-le, tu le veux absolument, on va te le donner, ça coûte pas cher, ça court un peu, Reims le veut plus, mais on te donne quand même. Et puis éventuellement, si ça marche, tout le monde est ravi. Et puis, si ça marche pas, c'est pour ta gueule. C'est pour toi. Donc, tu seras le paratonnerre, et puis tout le monde, à l'image d'Hervé, dit ah oui, mais alors vous comprenez, Olivier Dalloglio, il a voulu faire un recrutement, et puis on lui a donné Abdelhamid, et il s'est complètement fourvoyé, complètement planté. Sur les derniers matchs, je ne suis pas sûr que Abdelhamid soit le plus mauvais de l'AS Saint-Étienne. Alors, une fois qu'on a dit ça, dans les échanges, dans le travail, dans éventuellement le mercato hivernal, je ne suis pas sûr non plus, sauf si mon petit doigt m'a mal renseigné, que Olivier Dalloglio, ces dernières semaines, soit complètement inclus dans les discussions ou non d'un mercato ou d'un non-mercato. C'est peut-être pour ça que, pour provoquer la chose, il a appelé de ses voeux une jolie liste au Père Noël et que au début janvier, sous le sapin, il soit vraiment bien garni, ce qui est mal passé du côté des dirigeants américains. Ensuite, quand on voit la réussite aussi des joueurs qui ont été appelés, on peut, par rapport, et pour le mettre dans la balance à Abdelhamid, dire que Cornude, c'est une réussite,
On peut dire que Boaki, c'est une réussite, et ça, c'est pas Olivier Dalloglio, mais ce sont deux vraies réussites. Hein. Miladinovic, à 3 millions d'euros, c'est une vraie réussite aussi. Là, on peut se régaler. C'est une réussite parce que c'est pas Olivier Dalloglio qui les a pris. Et puis on regarde leurs stats, hein, c'est vraiment c'est pile poil. Alors il y en a un qui est blessé, le deuxième qui est blessé, le troisième qui est trop frêle, mais ce sont des joueurs d'avenir. On a Stassin qui a enfin marqué son premier but à 9 ou 10 millions d'euros le but. Mais c'est un joueur en devenir. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que par rapport à ce qui avait été mis ou voulu être mis en place, on est à des années-lumière de ce qui nous a été vendu. Et encore une fois, je reste sur ce que j'ai dit. Moi, je ne m'en fais absolument pas. Ça va aller, ça va prendre du temps, peut-être moins, peut-être plus, peut-être qu'il y a d'autres têtes qui vont tomber, peut-être qu'on va avoir un vrai début de réponse pour savoir qui c'est qui prend les manœuvres définitives avec la nomination du prochain coach. Mais force est de constater que par rapport au recrutement dans sa globalité, d'accord, je dis bien dans sa globalité, et je laisse Maubleu ou le Pré d'Aigbois de côté, on ne peut pas dire que si on se fixe uniquement sur Abdelhamid, que les résultats actuels sont du fait du recrutement d'Abdelhamid et d'Olivier Dalloglio qui l'a choisi. Ça crée un raccourci qui est vraiment trop court. Là, aujourd'hui, dans l'objectif du maintien, tu n'es pas largué. Tu as des équipes qui sont à ton niveau, peut-être même moins bons que toi pour le moment, et qu'aujourd'hui, dans l'opération maintien, dans la logique des dirigeants, tu es dans les clous. La seule chose qui a été reprochée peut-être à Olivier Dalloglio, c'est de ne pas être dans les clous sur ce qu'eux veulent mettre en place sur la progression des joueurs, mais pas forcément la progression collective, parce qu'elle va arriver forcément, s'il y a une progression individuelle, et ils n'ont pas noté la progression individuelle. Et ensuite, il faut prendre, encore une fois, un spectre beaucoup plus large par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Hein. Ce n'est pas des philanthropes, ceux qui sont arrivés. Hein. Un retour sur investissement. Quand est-ce qu'ils vont le déclencher? Ça, c'est autre chose. Le plus tôt possible pour certains. Mais derrière, voilà. Et je ne suis pas sûr, dans cette logique jusqu'au boutiste, par rapport au maintien, par rapport à... On n'est pas complètement largué, que forcément le mercato hivernal va être hyper actif. Puisque si ils le font, ça veut dire qu'ils se sont trompés dans leur projet initial. Et ils sont persuadés, parce que je pense connaître un peu la logique des uns et des autres, surtout quand tu bosses devant un ordinateur et devant des datas, ils ont raison contre vent et marée. C'est-à-dire que par A plus B, ils vont nous proposer que la solution, c'est la data. Et là, il va falloir être très attentif sur ce qui va se passer sur la nomination. Si c'est Famille, parce qu'on va quand même dire les choses telles qu'elles sont, qui nomme le prochain entraîneur, ça veut dire que Rustem et Loïc Perrin sont mis de côté. Après, vous pouvez me dire, vous pouvez essayer de me proposer le contraire. Il peut y avoir ensuite Loïc Perrin qui sera avec le nouvel entraîneur sur la photo. Il sera complètement mis de traviole. Par contre, la question que je me pose actuellement, c'est si jamais maintenant ils prennent les pleins pouvoirs et qu'ils vont foncer, est-ce qu'on aura les deux triumvirates ou est-ce qu'on aura à un moment donné d'un côté les actionnaires, M. Tannenbaum, M. Gazidis, et on peut penser que Famille fait partie de ce triumvirat. Peut-être que moi aussi je me suis trompé dans l'analyse, ou est-ce que lui aussi, Famille, doit rendre à un moment donné des comptes par rapport à ses datas, par rapport à ses joueurs, par rapport à ce qui a été mis en place. Et là, on va avoir vraiment un début de réponse. Et aujourd'hui, dans ce que je pense moi, si jamais tu prends un entraîneur, le Norvégien, Nancy, peu importe les noms qui ont été cités, ça voudra dire que tu restes dans cette même logique de la data et qu'à un moment donné, tu vas aller au bout de ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être négligé dans l'analyse. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Tu n'étais pas en Ligue 1, mais tu arrives en Ligue 1. Tu gagnes du temps. Du coup, le billet d'entrée est plus cher. D'accord ? On est d'accord que les actionnaires, Bernard Cayazo, Roland Romeillet, ont vendu plus cher parce que le club allait en Ligue 1. Ensuite, tu as malgré tout le déficit structurel qui reste. On va dire moins 10, moins 15 millions.
Ensuite, tu as les droits télé qui, au lieu de 20 millions, passent à 10 millions par rapport à les clés de redistribution. Et aujourd'hui, tu as aussi 23 millions que tu as injectés dans les transferts. Donc, ton billet d'entrée t'a coûté 60 à peu près. Donc, vous imaginez dans le retour sur investissement. C'est pour ça que je dis que tu vas revenir au mois de décembre et tu vas demander à M. Gazidis et à M. Tannenbaum, même s'ils ont beaucoup d'argent, de remettre la main à la pâte. Et, ben, et tu viens de changer ton entraîneur et tu vas en nommer un autre. Donc, aujourd'hui, dans la logique que je vois moi, tu vas prendre plutôt un entraîneur qui colle à ce que tu as recruté à la data, qui colle à la mentalité américaine, et éventuellement, tu peux prendre Nancy parce qu'ils savent exactement comment fonctionnent les uns et les autres, parce que l'objectif, c'est certes le maintien, mais c'est surtout aussi de mettre tes joueurs que tu as recrutés en avant pour espérer le retour sur investissement quand tu vas les vendre. Ok. C'est une vision qui est toujours intéressante, Pat. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris la parole du chat et je vois les messages qui défilent à tout va. Alors là on est parti pour peut-être un quart d'heure de monologue de Karl. Hein. Vas-y, Karl. Ah bah non, clairement pas. Il y a Spider-Fox qui nous dit il n'y a pas beaucoup de communication de la direction quand même. Où est Gazidis Il y a Sonny Ton qui nous dit on peut rajouter les 6 millions pour un joueur qui aurait pu être recruté libre. On parle de David Ajuli. Abdelhamid est devenu la tête de Turc très vite. Il n'est pas bon, mais depuis quelques semaines, ce n'est plus le pire. On va recruter, même si les mercato hivernales sont plus compliqués, on se maintiendra, on va serrer les mises si on a l'habitude de toute façon. En parlant de data, j'aimerais bien connaître le nombre de ballons touchés par l'Arseneur, c'est beaucoup trop. Et Soukas, quand est-ce qu'il dégage ? Dans cette lignée-là, il y a René Châtre sur YouTube qui nous dit « Est-ce que Patrick Guillou pense que Perrin et Soukas sont les prochains sur la liste, donc les prochains sur le départ ?» Tu nous répondras plus. Après, Patrick, je termine juste. Tout le monde parle du coach norvégien qui devrait arriver. J'ai pas le nom sous la main, mais l'équipe a confirmé l'information de Foot Mercato ce soir. On va en parler, je pense. Kilmer doit aussi se remettre en question sur leur data improductive pour lutter en Ligue 1. Ils se sont plantés d'acheter uniquement des jeunes talents sans encadrement de joueurs aguerris. L'humain fonctionne parfois mieux qu'un logiciel, ou alors il faut mixer les deux. Donc ça, c'est les Céline qui valide qui est d'accord avec ce que disait Patrick. Il y a Blue Neta qui nous dit bonjour, j'ai une question pour les chroniqueurs et notamment Patrick Guillou. Comment peut-on reprocher à Olivier Dalloglio de ne pas développer les joueurs arrivés cet été ? Il a fait jouer absolument tout le monde hormis Miladinovic. J'ai du mal à croire à ça en faisant preuve d'un minimum de bon sens. Voilà. Famille et Rosenbaum, non mais Rosenfeld ou Tannenbaum, hein. C'est un petit mélange des deux là. Famille et Famille et Rosenfeld sont les directeurs adjoints de Kilmer Sport Ventures, donc Gazidi est le président. Ces trois-là sont aussi les présidents et présidents adjoints de la SSE. Ils ne sont donc pas dédiés uniquement au club. Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait les entendre un peu plus sur ça. Vas-y, dis-moi. Alors, il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que pour toutes les retenir et répondre en direct, c'est difficile. Si tu veux, je te les reprends. Non, alors je vais voir si j'ai encore la mémoire. Alors, concernant la communication interne et communication externe, ce sont deux choses différentes. Ce qui est sûr, c'est que dans le nouveau mode de fonctionnement, la communication des dirigeants a été confiée à Havas. Donc, elle ne dépend absolument pas de la communication du club. Donc, c'est pour ça que le club a dû communiquer sur le départ d'Olivier Dalloglio. Il a été très laconique. On ne l'a pas remercié pour la remontée. On a été très, très pro. Avec Havas, tout est très, très pro. Tout est très calculé. Je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Voilà, quand ils ont fait la présentation, ils étaient venus avec des prompteurs. Ils ont parlé en français. Tout est calibré. Et la grande force des gens qui sont en place, c'est qu'ils sont capables aussi, parce que la communication n'existe que quand on est en situation de crise. Le reste, sinon, c'est de la communication bienveillante et voilà. Et là, on voit quand même que le niveau d'information, même en interne, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. C'est-à-dire que je reste persuadé que même Jean-François Soukas, Loïc Perrin et Rustem, Samuel Rustem, n'aient pas eu vent de ce qui allait se passer en cas de défaite. C'est arrivé, je pense, pour eux, comme un cheveu sur la soupe. Concernant Jean-François Soukas, avec lequel j'ai joué et pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, malgré le fait que j'écris certaines choses dans mes chroniques, Jean-François, je l'ai toujours dit, et je l'ai écrit dans une de mes chroniques,
c'est, par rapport à ce qui avait été mis en place ces dernières années, le cerveau. Le seul cerveau, à lui seul, valait l'addition de tous les cerveaux qui l'entouraient. Il est brillant, Jean-François. Il est brillant. Et il est brillant dans ses dossiers, il est brillant dans la gestion des finances, dans la façon qu'il a de sentir les coups. Mais ce n'est pas un chef. C'est un très bon secrétaire général, c'est un bon adjoint. Et c'est pour ça qu'il risque d'être très précieux, risqué, pardon du terme, mais c'est pour ça que dans la réflexion, il faut se poser plus de questions sur Samuel Russem ou sur le rôle de Loïc Perrin, le Paolo Maldini, et on continue à le surnommer le Paolo Maldini stéphanois. Ils ont plus d'interrogations sur le rôle des uns et des autres, et si vous regardez bien dans les nominations des uns et des autres, il y en a qui ont quand même déjà été écartés ou qui ont changé de poste. Mais comme par hasard, et quand je vous dis qu'il maîtrise la com sur le bout des doigts, on aperçoit dans l'équipe notamment que l'audit interne, finalement, qui a été mis en place depuis 6 mois, est en train de remonter à la surface, et que peut-être dans les bureaux, au secteur administratif, au secteur juridique, à la communication aussi, et bien peut-être il y aura là, dans ce cas-là, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain, mais dans les prochains mois, à un moment donné, un sweep, pour parler américain ou anglais, et qu'il y a des personnes qui estampillées de l'ancienne direction, mais même au centre de formation, qui vont devoir peut-être partir. Et cette réflexion-là sur Jeff, oui ou non, je vous signale que la grande force de tout le monde, c'est que jusqu'au bout du bout, personne n'a su, contrairement aux autres repreneurs, qu'Ilmer Sport allait acheter la Saint-Etienne. C'est arrivé dans la dernière ligne droite. Je pense qu'il y avait tellement de confidentialité dans les uns et les autres que ça risquait de faire capoter l'affaire, que ça a vraiment marché parce que personne d'autre n'était au courant que les interlocuteurs. Et c'est la même chose qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le degré d'information n'est pas donné à tout le monde pour des raisons qui leur sont propres, pour leur logique ou pour ce qu'ils ont décidé de mettre en place. Et donc, du coup, tout ce qui est en train de... On réfléchit, on pense, voilà. C'est pour ça que je vous disais que la clé de la nomination du prochain entraîneur va donner une ligne claire sur qui c'est qui va prendre le pouvoir les prochaines semaines. Après, les autres questions, je les ai oubliées. Ouais, bon, on va peut-être. Parce que là, à ce rythme-là, Hervé, je pense qu'il a peut-être descendu sa première pinte. Non, de toute façon, on a oublié le début de ta réponse, donc c'est pas grave. Non, il charrie. Le début de ma première réponse, c'était je suis sûr et certain que toi, par contre, tu veux Claude Puel. Ah oui, c'est vrai, mais ça remonte à quasiment 20 minutes. Tu as dit secrètement, et je l'ai dit et affirmé aux oreilles de tous. Oui, moi je trouve que dans ce projet-là, Claude Puel, ça serait pas le pire. Et quand je parlais tout à l'heure d'aura d'entraîneur, excuse-moi, mais un Claude Puel avec tout ce qu'il a fait dans le football français, Odéo, il est pas invité à sa table, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Tu sais ce qui est génial, Hervé, c'est que dans ta propre démonstration, en parlant de Claude Puel, tu as parlé au passé. Oui, mais c'est toujours d'actualité. Je veux dire, Odéo, il peut entraîner encore 20 ans et Claude Puel ne plus entraîner. Quand on mettra le palmarès des deux à côté, même si Odéo, il continue 20 ans de plus le métier que Claude Puel, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Là, pour le coup, il n'y a même pas débat. Et hors CNT, tout ce que tu veux, il y a... Claude Puel, faut se rappeler quand même de ce qu'il a fait Claude Puel en tant que joueur à Monaco, de ce qu'il a fait à Monaco, de ce qu'il a fait à Lille. Alors oui, Saint-Étienne, bien évidemment, que je ne vais pas la ramener avec Claude Puel et son passage à Saint-Étienne. Mais entre les deux, pour moi, il n'y a même pas photo, quoi. Là, moi, Hervé, je t'adore, mais c'est vrai que tu rallieras pas beaucoup de Stéphanois à ta cause, je crois. Ah non, mais même hors Stéphanois, si on compare les CV, les gars, arrêtez. Mais vous êtes fous, quoi. Mais regardez ce qu'il a fait Claude Puel et regardez ce qu'a fait Odéo, quoi. Ouais, je vous dis, Claude Puel, même s'il ne retravaille plus jamais, Claude Puel, et que Odéo retravaille pendant encore 20 ans, il
fera pas un dixième de ce qu'a fait Claude Puel. Je te Il sera rassure, jamais champion de France. je te rassure Odéo. Hervé, je Non, mais rassure sérieux, surtout il sera jamais Patrick, champion de France. Puel L'autre, n'est il pas a dans... été, quoi. Puel n'est pas dans la shortlist. Odeo n'est plus là. Je pense qu'on peut maintenant tourner la page. Il y a quelques noms qui ressortent quand même. On va en parler parce que c'est tout chaud aussi. Avant de quand même parler du match de Coupe de France qui nous attend. Alors Nancy ou Nancy, hein, ça dépend comment on veut le prononcer, si on le prononce à la française ou à l'américaine. Horneland, qui apparemment serait selon l'équipe celui-là qui tient la corde en ce moment. On a aussi parlé de Camara, des gens qui auraient proposé Bay aussi. Est-ce que toi, Hervé, on a déjà un peu l'avis de Patrick là-dessus sur ce qui peut-être peut se tramer. Est-ce que toi, Hervé, tu as une préférence? Est-ce que tu veux un entraîneur aguerri à la Ligue 1? Est-ce que tu veux un entraîneur qui colle à la philosophie de Kilmer? Qu'est-ce que tu en espères, toi? Moi, je veux le retour de Claude Puel et Oh, allez, il est chiant. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais non, honnêtement, effectivement, par contre, là, je souscris complètement à ce que dit Pat et c'est assez clair. La nomination du nouvel entraîneur va vraiment nous montrer qui est-ce qui a les coups des franches. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit mix entre les deux. Et si j'ai bien lu entre les lignes, c'est peut-être Jean-François Soucas qui aura justement cette possibilité-là et cette solution-là. Un petit mix entre un entraîneur qui, aux yeux de Kilmer, serait un entraîneur qui pourrait développer les jeunes à fort potentiel, pour reprendre l'expression, mais avec quand même un côté, moi, ça me paraît quand même impératif d'avoir quelqu'un qui connaît quand même le championnat, qui connaît au moins la langue, parce que même s'il n'y a pas encore le feu à la baraque, on n'est pas encore décroché en termes de points, aller trouver un entraîneur qui ne parlera pas la langue, qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas le championnat, qui ne connaît pas son groupe, je trouve que ça fera beaucoup de choses pour une équipe qui, à l'heure actuelle, est barragiste. Alors certes, pas décrochée d'un point de vue comptable, mais je trouve que ça ferait peut-être beaucoup de choses pour un seul homme. Ou après, effectivement, le fait de redescendre pour Kilmer, c'est peut-être pas une fin en soi dans le développement de leur projet. Mais voilà, moi j'aimerais bien un petit mix des deux. Voilà, quelqu'un qui développe effectivement les jeunes, mais quelqu'un qui sache vraiment où il va mettre les pieds, quoi. Parce que pour ceux qui n'ont pas forcément les infos, parce que c'est des choses qui sortent vraiment sur les réseaux, et là je me réfère à Karl qui est dans la team Peuple Vert et qui a peut-être plus les idées fraîches que moi là-dessus. On a parlé un temps de Nancy qui était le favori des actionnaires, mais il aurait refoulé le club au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Mais non, mais c'est pas qu'il l'a refoulé, c'est qu'il jouait les playoffs avec la MLS, et donc il pouvait pas se libérer à ce moment-là. Voilà. Et il défendait son titre, il pouvait pas à ce moment-là dire tiens, salut, je m'en vais, je vais à Saint-Etienne. C'est vrai. Des fois, les circonstances, c'est une question de timing. Hein. Et là, dernièrement, depuis 2 jours, c'est le nom de, que je l'écorche pas, Eirik Horneland, qui était coach du SK Brann, qui en 2 ans est passé de la Ligue 2 à Dauphin de Première Division 2 ans de suite, si j'ai bien lu l'article. Donc, qui colle un peu dans l'histoire de Saint-Étienne récente, montée de Ligue 2, donc il connaît ces choses qu'il connaît, il est adepte du 4-3-3, donc ça colle à peu près à l'effectif actuel. Hervé vient de répondre sur le fait qu'il voulait peut-être un mix des deux. Toi, Patrick, c'est des entraîneurs que tu connais, c'est des entraîneurs que... Non. Alors, Nancy, on en a déjà parlé l'autre fois, mais est-ce que l'autre, tu le connais? Pas vraiment. Je mentirais parce que j'ai eu un coup de fil, c'était mardi dernier, par rapport à cet entraîneur, et j'ai eu l'honnêteté de dire que je le connaissais pas plus que ça. Après, quand tu regardes ses statistiques, je pense que je pense que ça peut être, je sais même plus. C'était même plus à l'image de ce qui s'est fait à Strasbourg, ce qui s'est fait un temps à Troyes. Tu prends un entraîneur qui connaît pas, mais qui rentre dans la logique de ce que tu veux mettre en place. Et donc après, tu vas au bout du bout. Je sais pas, à Troyes, ils n'avaient pas gagné plus 20 matchs et tu le gardais jusqu'au bout du bout. Et puis voilà, tant mieux si c'est lui. Je peux pas dire grand chose, si ce n'est que ça soit Nancy ou que ça soit lui, s'ils le prennent, encore une fois, là je reste par contre dans ce que je disais tout à l'heure, ça rentrera complètement
sans ce qu'ils veulent mettre en place. Et oui. Et là, il peut parler anglais, il pourra venir avec un traducteur, il pourra parler norvégien, il pourra parler tout ça. S'il a été choisi, c'est qu'il lui va pouvoir mettre en place que eux ont choisi. Là, ça, oui, c'est Oui, clair. Oui, il prendrait définitivement les rênes, oui, c'est clair. C'est ça le truc. Comme moi, j'ai l'honnêteté de dire que je ne le connaissais pas, je ne suis pas sûr que ceux qui étaient chargés du recrutement ces dernières années le connaissaient sur le bout des doigts, quoi. Vous voyez ? Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sinon, ça ne sert à rien de faire une émission, et puis ça ne sert à rien de parler. On se met le coude au comptoir, et puis on refait le monde, quoi. Donc, à un moment donné, si on parle ballon, il faut parler foot. Il faut vraiment parler foot. Et dans les structures, et dans l'organisation, et comment fonctionne un club de foot. Voilà. Cet entraîneur qui viendra avec son staff, on verra ce qui va se passer d'Ilan, on verra ce qui va se passer de Romain Amouma, on verra ce qui se passe de Bédéni, qu'est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils veulent venir avec un staff complet. Et c'est là où tu vois, parce que là on est dans un jeu ensuite de pouvoir, c'est-à-dire si je reste en place et que je m'appelle Loïc Perrin, est-ce que j'aurai les infos comme je les avais avec Amouma et avec Ilan? Mais regardez, juste, Ilan était au recrutement, il se retrouve dans le staff technique et il n'y a personne qui se dit tiens, mais comment ça se fait? Alors, l'année dernière, on avait lu une interview d'Ilan, il s'occupait du marché sud-américain, mais comme on n'allait pas recruter en Amérique du Sud, finalement, tiens, va avec Loïc et tu vas regarder chaque séance d'entraînement et puis tu nous feras un compte rendu. Et c'était l'année de la montée, hein. Et là, finalement, tu fais plus rien et puis tu viens et tu seras aussi dans le staff. Et puis, tous les 15 jours, tu prends l'avion pour aller voir les matchs à l'extérieur. C'est ça la vérité. Après, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous pouvez me dire que je suis aigri, que j'ai des affaires personnelles. Non, c'est un fait. Et à un moment donné, si tu as affaire dans des grands clubs, ça n'arrive pas. Hein. Oui, Ilan, c'est quand même une énigme depuis qu'il est revenu. Non, mais peu importe. En plus. Là, je formalise sur Ilan. Aujourd'hui, et à l'image de Dunkerque, alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire contre Caen, mais j'avais lu l'interview de Dembaba. Si tu as peur autour de toi de prendre des gens compétents pour défendre ton précaré, c'est que tu n'as rien compris comment fonctionne le Real, comment fonctionne l'Inter, comment fonctionne l'AC Milan, comment fonctionne... Si Gazidis et Arsenal et l'AC Milan, il sait comment fonctionnent ces grands clubs. Donc forcément, il va venir avec cette même logique-là et cette même exigence-là. Et les copinages ou la mythocratie, et je ne parle pas, alors la mythocratie, c'est la cratie des amis et pas la cratie des mensonges, parce qu'il y a eu aussi cette mythocratie-là. Et donc du coup, ils vont arriver et ils vont prendre les meilleurs, comme ils ont pris les meilleurs pour la communication avec Havas. C'est juste une question de logique pour savoir où on va avec ce club-là. C'est tout. Et puis c'est ce qu'on leur demande. Là maintenant où on en est, c'est ce qu'on veut. Qu'il y ait un changement de cap et qu'ils prennent les meilleurs. Enfin, je pense parler pour tout le monde. Quand le directeur juridique du Bayern parlait 7 langues, qui est parti, je crois, c'est M. Gerninier qui est parti à l'Olympique Lyonnais, il parlait 7 langues différentes. Et il connaissait tous les droits des contrats de toute la communauté européenne. T'es pas là en train de dire je vais à la pause et je vais négocier le dernier bout de contrat sur la nappe du restaurant, quoi. Tu vois? Ouais, on joue pas dans la même. Enfin, on jouait pas dans Non, la même. tu vois, avec Kilmer, avec Gazidis, avec ces gens-là, tu changes par définition du niveau d'exigence et de stratosphère. Tu passes du bebop au dernier iPhone, quoi. L'image te parle, Hervé? Bebop, pas trop. Mais je comprends. Mais ouais. Bebop, c'était dans certaines grandes villes, Strasbourg notamment, je crois qu'il y avait Rennes, il y avait des bornes. Tu pouvais pas l'utiliser ton bebop, tu pouvais pas utiliser ton téléphone autre part que si tu étais dans l'environnement des bornes de la ville. Ok. Ah oui, tu passes du Minitel à l'écran tactile connecté. Quoi. Ouais, aussi. Tu passes du Minitel à l'iPad. Enfin, toutes les comparaisons sont bonnes. C'est ça. Par contre, ouais, vas-y. Ce qui est sûr dans l'organisationnel, c'est qu'ils vont devoir avoir des gens à eux, au quotidien à Saint-Étienne. Pas une fois je prends mon jet, une fois j'ai le jet lag et je viens pour les gros matchs. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance à eux
qui soit là au quotidien. Regardez, Monsieur McCourt à Marseille, il a essayé de faire aussi à distance. Et vous avez vu comment les premières années, c'était très, 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 très compliqué. Donc, à un moment donné, il y a cette adaptation qu'il faut avoir aussi sur le tissu local stéphanois. Il est temps d'arrêter le télétravail. Le télétravail, c'était pendant le Covid, maintenant c'est terminé. Oui, mais attention, parce que dans le télétravail, il y a télé. Oui. Mais bon, la télé, nous en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on est sur Twitch, sur YouTube. Merci d'être aussi nombreux ce soir, ça fait plaisir. Alors on sait que l'actualité est chaude et que c'est peut-être ça qui vous attire. Mais on va quand même parler, il y a quand même un match qui arrive, on va quand même en parler. Le match de Coupe de France, le droit de rêver. Active Saint-Étienne Night Club. Match de Coupe de France. Le prochain match. C'est bizarre, on aurait peut-être déjà vu cette affiche il n'y a pas longtemps. Saint-Étienne reçoit l'OM. Bon, le match de championnat, il n'y a pas vraiment eu de match. Alors intitule-le le non-match de championnat. Le non-match de championnat, oui, exactement, le non-match de championnat. Et on l'espère, les premières prémices d'une révolte en Coupe de France. On va faire très très vite sur ce match parce qu'on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Dites-nous dans le chat ce que vous en attendez. Très vite, on commence par toi, Pat, tant que tu as la main. Ce match, toi, est-ce que on se dit que c'est un match de transition avant le prochain coach ou on a quand même une pièce à jouer au niveau de l'orgueil et de l'honneur? C'est un match bonus, comme l'année dernière face à Nîmes. C'est Laurent Huard qui va normalement, sauf qu'il y a un gros changement d'ici dimanche, gérer cette rencontre. L'année dernière, on avait fait quand même cadeau de cette rencontre face à Nîmes. On avait perdu contre un club je crois que c'était de National à l'époque, 1-0. On avait mis une équipe de U17, U18, U19, et puis on avait accepté ça. Et après, avec la fin qu'on connaît et la remontée en Ligue 1. Mais entre-temps, tu avais Cardona et tu avais aussi des joueurs qui ont été recrutés, qui ont apporté de l'eau au moulin. Aujourd'hui, ce match-là, c'est un match, on peut dire pour l'orgueil, pour l'honneur. Avec ce qu'on a vu depuis le début du championnat, vous y croyez, vous? Moi, j'y crois que très moyennement en filigrane. Est-ce que certains voudront se montrer par rapport à l'arrivée du nouveau coach? Voilà, je sais. Franchement, on part dans l'expectative la plus complète. Et autant vous dire que bien sûr qu'il y a Noël et les cadeaux, mais cette équipe de Saint-Étienne, c'est aussi, notamment à domicile, une équipe pochette surprise. C'est-à-dire que tu plonges la main dedans et tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, quoi. Et donc, est-ce que là, tu vas tomber sur une bonne surprise? Il faut l'espérer pour tout le monde, parce que ça va créer une vraie dynamique. Mais par rapport aux forces en présence et ce qu'on a vu il y a 15 jours, voilà. Après, un match de coupe, c'est sur 90 minutes, tu fais match nul, tu te qualifies au pénalty, et puis tu pars en vacances, l'esprit libre. Sincèrement, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aussi au match face à Lille, je vous parle juste de l'intensité. Regardez juste l'intensité, le Marseille-Lille, et vous regardez Saint-Étienne-Toulouse, et vous vous dites que là, encore une fois, ça ne boxe pas dans la même catégorie. Ouais, donc toi, un match bonus. Hervé, toi, pareil, bonus ou alors on en espère quand même quelque chose d'ordre plus tangible, on va dire. Non, moi j'espère rien. Pour reprendre, est-ce qu'on se prend à rêver? Je vais emprunter à Paris leur fameux slogan rêvons plus grand, mais j'y rajouterai rêvons plus grand, mais on va se réveiller plus petit. Parce que voilà, contre Marseille, là en coupe, eux aussi auront à cœur de vouloir passer le tour. Je pense que ça va être plié en 20 ou 30 minutes. Et puis voilà, on parle d'orgueil et d'honneur. Et là, encore une fois, pour dédouaner un petit peu Odéo, on a trop peu de joueurs qui ont fait preuve et d'orgueil et d'honneur ces derniers temps. Des joueurs qui veulent se montrer, on en a plein. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne dure jamais. On n'a pas trop parlé, mais sur le match, par exemple, un gars comme Louis Mouton, il nous fait une moueffec, c'est-à-dire que pas titulaire, qui rentre un quart d'heure, qu'on a envie de revoir, qui gagne sa place de titulaire, et au bout de 3 matchs, le mec, il devient mauvais aussi. Donc non, là, il y aura peut-être, oui, quelques gars qui vont vouloir un petit peu redorer le blason, redorer leur honneur, mais c'est pas le meilleur adversaire pour pouvoir le faire, quoi. Ouais, c'est pas le mieux pour se refaire la cerise, c'est ça. Non, pas trop.
Karl, le chat est toujours aussi animé. Je te laisse la main peut-être pour la dernière fois de l'émission. Ouais, bah du coup, on va sauter tout le long débat qu'il y a eu là, mais Ouais, c'est intéressant d'avoir des retours quand même. ouais, mais enfin, t'imagines bien que depuis 20 minutes là, il y a pas mal de choses, mais il y a Jo42 qui a l'air d'avoir vu quelques matchs du côté du championnat norvégien qui nous dit le Norvégien, je kiffe son jeu en tout cas, il est agressif et offensif. Et Spider Fox qui nous dit quel entraîneur sérieux et connu pourrait venir dans cette galère. Il cherche un coach anglo-saxon pour développer les jeunes venus d'Australie ou d'ailleurs, ça c'est la théorie de Spider Fox. Maintenant que Maintenant que Kayazo et Romeyer sont partis, Antonetti voudrait peut-être revenir. Enfin, on rappelle que maintenant il a un poste au SC Bastia, au Sporting Club de Bastia. De toute façon, on pourrait avoir Guardiola avec cette équipe. Il ferait pas mieux. Ça, c'était ce que défendait notre parrain Timothée Meimon. Tu ne peux pas demander à un entraîneur de jouer le maintien et en même temps de développer et valoriser tes jeunes talents. À un moment, les deux objectifs sont contradictoires. Ça, c'est Papi Gaga qui nous dit ça. I was the one qui nous dit donc pour résumer on va avoir un mercato hivernal, un coach qui ne connaît pas la Ligue 1 et encore des joueurs data, direction de la Ligue 2 autant le dire directement. Ça va finir à mal, vous oubliez une chose, la plus importante c'est l'humain, ça c'est pour véritablement vert. Et sinon, du côté pour le match contre l'OM, je préfère qu'on se fasse éliminer pour se concentrer sur l'objectif numéro 1, le maintien. Ça, c'est Gauthier 42 qui nous dit ça. Du match, les tribunes vont gronder, la colère monte tout doucement. Et Spider Fox qui, au contraire, dit ce ne sont pas 3 matchs en Coupe de France qui vont plomber ta saison, n'abusons pas non plus. Véritablement vert qui nous dit un match malus pour moi, c'est une correction qui nous attend dimanche. Moi, je ne me résoudrai jamais à la défaite, surtout contre l'OM. L'OM tient absolument à gagner un trophée cette saison et ce n'est peut-être que la Coupe de France qui est atteignable pour eux. Enfin voilà, donc pas beaucoup d'optimisme avant le match de dimanche à Geoffroy Guichard. Non. La dernière fois qu'on s'était vu, merci Karl, merci le chat. C'est la dernière fois qu'on s'était vu tous ensemble avec Pat et Hervé. Pat nous avait redonné de l'espoir et là. Et là, Karl et le chat nous douche un petit peu. On sent que l'espoir est vite retombé et qu'on a été rattrapé par la réalité. Vas-y. C'est un instantané du projet. Oui, voilà. Là, c'est le très court terme et je pense que sur le moyen terme et le long terme, moi, Patrick, en tout cas, même si ce soir, on n'est pas d'accord sur tout, moi, Patrick m'a convaincu la dernière fois, justement, pour bien expliquer qu'il y avait le très court terme et d'abord, le côté, voilà, on observe le fameux audit, on voit qui est compétent, qui ne l'est pas, on dégage ceux qu'on ne juge pas compétents et qu'il y ait des belles choses et des bonnes choses qui se mettent en place. J'en suis convaincu et je l'espère, bien évidemment. Allez réécouter. La nomination du prochain entraîneur va donner un axe de réflexion. Oui, ça sera le premier vrai virage. Est-ce qu'on prend Rudy Garcia? Est-ce qu'on prend Claude Puel? Je dis pas ça en rigolant en plus. Est-ce qu'on prend un Elibo? Est-ce qu'on machin truc? Là, on sait très bien d'où vient le vent. Et si on sent complètement... Par contre, d'où vient le vent en plus, en gardant en fusible, parce que maintenant que Olivier Dalloglio a sauté, les prochains fusibles, ça serait Rustem, ça serait Loïc Perrin, on les garde encore dans la main. Ou alors, eh bien, ce sont, et notamment Uspani qui nomme le prochain entraîneur, et là, c'est plus lui qui sera obligé de monter, lui, au créneau. Et c'est ce que j'ai reproché ces derniers temps, parce que sur Olivier Dalloglio, encore une fois, on l'a laissé dans le désert. C'est-à-dire que, mis à part, je tire les oreilles des joueurs dans le vestiaire parce que je viens de prendre 8-0, on n'a entendu personne du club depuis les premières défaites, monter au créneau en conférence de presse, monter en créneau post-match, monter au créneau aussi dans les interviews pendant les trêves internationales pour défendre Olivier Dalloglio ou pour défendre le club en disant à un moment donné, les joueurs, prenez-vous par la main et faites un barbecue, mais dites-vous les vérités, quoi. On ne peut plus voir ça. Et donc, du coup, tu prends 4-0 à Brest, il n'y a que Olivier Dalloglio qui monte au créneau. Tu prends 8-0 à Nice, il n'y a que Olivier Dalloglio qui monte au créneau. Et c'est pour ça que dans mes chroniques, je dis qu'il y a des planqués. C'est pour ça. Moi, à un moment donné, dans les grands clubs, tu as ton directeur sportif, t'aimes pas Marseille, t'aimes Benassia, tu l'aimes pas.
tu as un directeur sportif qui monte au créneau, qui prend les coups pour protéger son entraîneur et protéger son président. Et ça, à Saint-Etienne, il n'y a personne. Hein. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça reste à observer, on vous le dit, hein, surveiller l'horizon, puisque, comme on le dit depuis le début de l'émission, le changement de coach et qui sera nommé sera un vrai tournant dans le cap que va prendre la Saint-Etienne. On a outrepassé, Karl se dit, oh là là, regardez, il va jamais respecter le timing. Eh bien, j'ai prévu un quiz, parce que je le sais quand j'ai Pat et Hervé qu'on a des gens qui aiment bien parler et qui disent des choses intéressantes et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'ai un quiz express pour ce soir, le SNC Challenge, c'est maintenant. Un quiz express pour le SNC de ce soir. On vous rappelle l'habitude. On pose 3 questions. Messieurs, pour prendre la main, vous dites votre prénom ou sauf info contraire. Et on y va. Moi, je sais que des inside, des off, Romain veut absolument que Patrick gagne. Alors peut-être pour distancer Joss, qui est l'ennemi à abattre dans ce SNC Challenge. Mais en tout cas, c'est peut-être des théories du complot qu'on n'alimentera pas ici. Messieurs, première question, le match Saint-Étienne-Marseille de championnat, le non-match, comme dit Patrick, a eu lieu il n'y a pas longtemps. Là, on va se faire un petit au plus proche pour se chauffer. Patrick, tu vas me dire combien il y avait de spectateurs ce soir-là à Geoffroy Guichard. 35 000, je ne sais plus, c'est entre 35 000 et 36 000. 35 400. 35 400. Hervé ? 37 453. Eh bien, pour l'instant, Romain est exaucé puisque c'est 35 350. Pat marque le premier point. Alors là, on se souvient pour l'esprit de Coubertin que Hervé avait bizarrement laissé son dernier point la dernière fois pour que Pat double le au classement. Le dernier, oui, et l'avant-dernier, c'est pour ça que j'avais lâché le dernier. L'avant-dernier, on me l'avait honteusement enlevé. Non. Écoutez, moi j'ai réécouté la VAR. Il n'y a pas eu de. La commission s'est prononcée. Bien sûr. En tout cas. Là, on va se faire un au plus rapide pour la deuxième question. La dernière fois que Saint-Étienne a remporté un match de coupe à Geoffroy Guichard contre l'OM. Hervé et Claude Puel. Non, pardon. Calme-toi, Hervé, calme-toi. Laisse-moi aller plus loin. C'était un 8e de finale de Coupe de la Ligue, saison 2006-2007. Victoire 4-1. Peut-être que certains, ça commence à leur revenir. Citez-moi le premier qui me cite un des buteurs du soir. Bilos. Bravo Hervé. Non, mais le premier, c'est pas Bilos. Le premier, c'est Foussini. Le premier qui me cite un des buteurs. Mais c'est mal compris. Le premier but, c'est Foussini. Le premier but, c'est Foussini Diawara, en effet. Oui. Je peux pas. Donc là, vous voulez que je sois fair play Non, mais un point chacun. Écoutez, moi, officiellement, je donne le point à Hervé. En tout cas, je vous laisse porter réclamation. Hervé l'a fait l'autre fois. Le premier but, c'est Foussini Diawara. Oui, mais c'était pas la question. Je crois avoir dit, je peux me tromper, il faudra écouter, je crois avoir dit le premier de vous deux qui me cite un des buteurs du soir. Ah oui. À revérifier, je me suis peut-être mal exprimé, dans ce cas-là, ce sera ma faute. Et je serais ravi de te donner le point, Patrick, puisqu'on m'a missionné pour le faire. Non, mais là, franchement, pour la classe, il faudrait un point partout. Moi, je pense aussi. Moi, je pense que, de toute façon, dans tous les cas, ce soir, il faut que tu repartes. Si Hervé est d'accord, bien sûr. Alors... Si je puis me permettre, il faudrait que Non mais Hervé, tu ne perdrais pas ton point, mais moi si on me demande si ça peut en plus mettre dans la merde Joss, je suis pour que Pat finisse avec 3 points quoi qu'il arrive. Allez, on se fait Vas-y, sur le fair play, je suis d'accord. Non, en plus, il écoute pas Joss, il est en Italie. Il est en Italie ? Ouais, bah écoute, il y en a qui ont la belle vie. Il est parti sur les traces d'Ivan Gazidis à Milan peut-être. C'est ça. Dernière question, on va essayer c'est une citation autour de la SS qui a eu lieu suite à l'éviction d'Odo. Suite au match de ce week-end. Et vous allez me dire qui a pu bien dire cette phrase. Je commence la citation. Saint-Etienne n'a pas démérité et a joué avec des valeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il leur faudra au moins 4 recrues au mercato, 4 recrues expérimentées. Tous ces joueurs ont possiblement le niveau de Ligue 1, mais ils doivent être encadrés. Cela les fera monter d'un cran, car ce n'est pas si mal. Pour moi, il faut au minimum 2 défenseurs, 2 milieux et un attaquant pour épauler Stassin.
Dans les recrues, il faut des mecs expérimentés. Les recrues data, tu les mets dans différents clubs de Ligue 1, ils s'en sortent. Mais tous ensemble à Saint-Étienne, sans cadre et des guides sur le terrain pour gérer les temps faibles, temps forts. Aïe aïe. Au milieu, il faut un aboyeur et un destructeur. Stassin, pour moi, c'est un bon joueur, mais il faut quelqu'un pour l'épauler. Tu peux mettre n'importe quel coach avec cet effectif, ça ne changera rien. Hervé. Patrick. Hervé Prums, je l'ai entendu, Prums. Vu la longueur de la phrase, je dirais Patrick Guillou. Ça aurait pu. Elle est très longue cette phrase. Patrick, tu avais une idée avant que je recommence? C'est notre ami Lionel Charbonnier sur RMC. Exactement. Il fallait écouter nos confrères d'RMC. Et j'allais finir par cette phrase qui est ce que tout le monde a beaucoup retenu. Saint-Étienne est la seule équipe de Ligue 2 qui n'a pas progressé. Et n'a pas pris le rythme de la Ligue 1. Mais avant cette petite phrase choc, il y avait tout un pavé de Lionel Charbonnier qui n'est pas exempt quand il s'agit de faire de grandes tirades. Et comme un hommage à vous deux, messieurs, je me sentais obligé de la faire. C'est un 2-1 pour Patrick. Non, 3-1. Peut-être 3-1. On laissera Karl et Romain débattre là-dessus. En tout cas, je sais que ce ne sont pas les derniers si ça peut. Antube et Joss. Merci à tous d'avoir été là ce soir. C'était une très belle émission. On a beaucoup parlé dodo, un peu moins du match. Mais on espère se retrouver. Alors moi je vous retrouve je crois la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne seraient pas là, je vous souhaite de bonnes fêtes. Prenez soin de votre famille, de vos proches. Et allez les Verts, on se retrouve en 2025 bien sûr. Pour ceux qui ne le peuvent pas. Avec des meilleurs résultats, on le souhaite. A bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Salut à tous. Allez les Verts. Tannenbaum.